Salut les amis du web. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo où on va mettre un peu de côté le web et le business afin de parler un peu plus d'esprit critique. Alors, et pas n'importe lequel esprit critique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit critique de Noël. Alors pour cela, je vais vous raconter l'histoire d'un repas de fête. Alors, un repas de fête, vous vous en doutez qu'il ne se passe pas comme prévu, car il sera plein de biais, plein de sophismes, plein de discours manipulés. Mais bien entendu, il y aura aussi de l'esprit critique. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous dire un secret. Vous écoutez bien, je vous dirai le secret pour avoir un repas apaisé en famille. Tout commence le soir de Noël. Vous êtes invité à partager le dîner dans la famille tendue. Mamie est au fourneau et tout le monde s'installe à table, prêt à profiter d'un moment de partage privilégié autour d'un bon repas. Tonton Robert, connu pour son amour pour la boisson, mais aussi pour ses positions complotistes, profite de l'apéritif pour lancer les hostilités. On nous cache des choses. J'ai remarqué que, comme par hasard, à chaque fois que je vais me coucher tout habillé, je me réveille avec un gros mal de crâne. C'est sûr, maintenant, j'en suis convaincu. Les vêtements sont mauvais pour la santé. Ils nous mettent des trucs à notre insu dans les tissus. Assis à votre place, vous regardez tonton Robert droit dans les yeux. Et vous lui dites: « T'es sûr, tonton, que si tu t'es couché tout habillé, c'est pas plutôt que t'avais trop bu la veille ?» Le fait de tirer des conclusions trop vite sur la base d'informations qui se suivent sans forcément avoir de lien, c'est ce que l'on appelle confondre causalité et corrélation. Alors, c'est souvent utilisé par les complotistes pour faire des liens entre des choses qui n'en ont pas. Tonton Robert enchaîne alors. « De toute façon, c'est pas pire que les vaccins. L'autre jour, mon collègue Louis, il est allé se faire vacciner contre la grippe et paf, il est mort juste après. Connerie le vaccin. » Alors là, si on s'arrête à l'anecdote de tonton Robert, on pourrait penser que le vaccin contre la grippe est la cause de la mort de son collègue Louis. Mais, par acquis de conscience, vous lui demandez quand même: « Tonton Robert, il est mort de quoi en fait, Louis ?» Tonton Robert répond alors: « il s'est fait écraser par un camion juste en sortant du centre de vaccination. Il ne serait pas allé se faire vacciner. Il serait toujours en vie, Louis. Saleté de vaccin. » Là, comme vous le constatez, on a toujours un souci de corrélation et de causalité. Tonton Robert veut incriminer le vaccin, alors qu'en réalité, c'est un accident la vraie cause de la mort de Louis. Et en plus, il y a une autre technique de manipulation, qui s'appelle le cherry picking, qui veut dire cueillette de cerises. Cette autre technique de manipulation consiste tout simplement à ne donner qu'une partie de l'information, en particulier celle qui va dans son sens, en passant sous silence tout ce qui peut la contredire. C'est, d'une certaine façon, une forme de mensonge par omission. Alors, le cherry picking est souvent utilisé par les complotistes, en particulier ceux qui font leurs propres recherches en ne sélectionnant que les articles et les études qui vont dans leur sens. Tonton Robert, vexé que vous ne le suiviez pas dans ses théories conspi, vous pose alors une question. « Ben alors, si tu ne crois pas en notre théorie, que le gouvernement nous cache des trucs et qu'ils sont infiltrés par des extraterrestres afin de créer un nouvel ordre mondial, ça veut forcément dire que tu préfères écouter bêtement ce que raconte BFM TV. » En fait, cette question est posée
de façon à ce qu'on pourrait croire qu'il n'y a que ces deux possibilités qui existent. De plus, c'est souvent tourné de façon à ce que l'on se sente forcé de choisir le point de vue de celui qui la pose. C'est ce que l'on appelle un faux dilemme. Parce qu'en réalité, en effet, il y a d'autres choix possibles. Dans la question de Robert, par exemple, il est tout à fait possible de ne pas adhérer à une théorie du complot et, en même temps, de ne pas écouter ce que raconte BFM TV. On peut tout aussi bien faire son propre avis avec des sources fiables et des preuves concrètes, par exemple. Le faux dilemme est souvent utilisé en politique. On retrouve souvent ce genre de phrase. Si vous n'aimez pas le capitalisme, c'est que vous êtes pour le régime soviétique. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres mouvements que ces deux-là. Autre phrase que l'on a entendue. Tout le monde a une Rolex. Hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. En réalité, chacun a sa propre vision de réussir sa vie. Et l'argent, ce n'est clairement pas la seule issue possible à une vie heureuse et réussie. Tonton Robert enchaîne. Oui, encore lui. Bon, quel fouteur de merde celui-là. Je crois qu'on l'invitera plus au repas de famille. Je disais, Tonton Robert revient sur son affirmation qu'il y a des extraterrestres au gouvernement. Les ovnis, ça existe. Mon voisin qui travaille à la gendarmerie affirme qu'il en a vu un. Ça, c'est ce que l'on appelle le sophisme de l'appel à l'autorité, qui consiste à essayer de rendre une information plus crédible en se basant sur le témoignage de quelqu'un qui est soi-disant mieux placé. Alors, bien entendu, parfois c'est viable. Bien entendu, si on mentionne un expert dans un domaine et que le sujet de la discussion porte sur ce même domaine. Par exemple, si on cite un chirurgien expert du cerveau dans une discussion qui porte sur les tumeurs du cerveau, là c'est légitime de le citer. Par contre, c'est beaucoup moins légitime lorsqu'on cite une personne uniquement parce qu'elle a une blouse blanche et qu'elle travaille à l'hôpital, alors qu'elle n'a absolument rien à voir ni avec le service du cerveau, ni avec le service chirurgie, et encore moins avec le service des tumeurs. Dans l'exemple de Tonton Robert, il connaît quelqu'un qui travaille à la gendarmerie. D'accord, ok, c'est bien. Par contre, on ne sait pas, est-ce que c'est un gendarme? Est-ce que c'est un mec du service de nettoyage? Est-ce que, dans le cas où c'est un gendarme, est-ce que c'est un gendarme habilité à identifier un appareil aérien? Parce qu'au final, si vous réfléchissez bien, ce n'est pas parce que quelqu'un porte un uniforme ou une blouse blanche qu'il détient forcément la vérité. Des appels, comme l'appel à l'autorité que l'on vient de voir, il y en a plusieurs. Ce sont ce qu'on appelle les appels fallacieux. Alors, les plus connus sont, alors bien entendu, l'appel à l'autorité, comme on vient de le voir. Il y a aussi l'appel à l'ancienneté. Alors, l'appel à l'ancienneté, c'est de dire, par exemple, ma grand-mère utilisait ce remède de son temps, donc c'est forcément mieux. Alors, ce n'est pas parce que c'est ancien que c'est forcément mieux. Je pense qu'on est d'accord. Si on prend par exemple, dans le monde de l'informatique, un vieux modèle d'ordinateur ne sera pas meilleur qu'un modèle récent. Ou encore, pour reprendre l'idée des remèdes de grand-mère, à l'époque, on donnait de l'alcool aux enfants pour les aider à faire la sieste, ce qui serait impensable de nos jours. Autre appel, il y a ce que l'on appelle l'appel à la nouveauté. Alors lui, c'est l'opposé, l'inverse de l'appel à l'ancienneté. Ça serait de dire, par exemple, que quelque chose est meilleur parce que c'est nouveau. On retrouve ça souvent au niveau du marketing publicitaire. Certaines marques en ont d'ailleurs bien fait les frais. Je pense notamment à l'entreprise Coca-Cola, qui a essayé à un moment donné de son histoire de changer sa recette pour une nouvelle recette soi-disant meilleure parce qu'elle était nouvelle. Malheureusement, les habitués de la recette traditionnelle n'ont pas aimé, et ce fut un véritable fiasco. Autre appel fallacieux, l'appel à la popularité. Ça serait de dire, par exemple, ce produit est meilleur car il est utilisé par 60% des Français. Alors, ce genre d'affirmation que l'on retrouve aussi beaucoup dans les publicités
est souvent biaisée. Alors, biaisée car on a très peu d'informations sur l'échantillon de personnes qui ont été sondées, par exemple. Et si vous réfléchissez bien, ce n'est pas parce que c'est utilisé par du monde que ça veut dire que c'est meilleur. Il n'y a qu'à voir, par exemple, notamment les stars de la télé-réalité. Alors, je parle, vous vous en doutez, de celles qui sont connes comme des balais. Alors, celles-ci, souvent, sont suivies par des millions d'abonnés. Alors que, à contrario, des gens particulièrement intelligents et qui peuvent apporter à la société, tels que des écrivains, des scientifiques, qui sont présents sur les réseaux sociaux, ne sont suivis que par une poignée d'abonnés. Ce n'est pas parce qu'on a une plus grosse popularité que ça veut dire que l'on est meilleur. Autre appel fallacieux particulièrement connu, l'appel à l'exotisme. Alors l'appel à l'exotisme, c'est de faire croire que quelque chose est meilleur car cette chose vient d'un pays lointain. Par exemple, ce serait de dire qu'un régime alimentaire est meilleur car il a été inspiré par les moines tibétains. Alors, quand on y réfléchit un petit peu, il n'y a absolument aucun rapport entre l'apport nutritionnel du régime et les compétences des moines tibétains. Les moines tibétains ne sont pas des experts en nutrition. Revenons à notre repas de famille. L'appel à l'ancienneté, à l'exotisme, ça, Tata Yvette, elle connaît bien. Tata Yvette, naturopathe amateur, adepte de tout ce qui touche à l'ésotérisme et aux énergies spirituelles, a aussi des choses à dire. En particulier lorsqu'arrive le plat de résistance. Sur la table, un magnifique feuilleté de Noël, accompagné de petits légumes et servi avec un verre de vin rouge. Tata Yvette ne peut s'empêcher de demander « y a quoi dans le feuilleté? J'espère que c'est naturel et pas encore quelque chose de chimique !» Vous lui répondez avec bienveillance que le naturel n'est pas forcément bon et que le chimique n'est pas forcément mauvais. L'appel à la nature est aussi un sophisme. C'est une idée reçue, encore beaucoup utilisée en marketing, pour vendre de tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est naturel. Sauf que, si on réfléchit un minimum, on connaît tous des contre-exemples à cette affirmation. Les champignons vénéneux, ou encore les vipères, sont mortels, alors qu'elles sont naturelles au final. À l'opposé, si vous prenez le Doliprane que vous prenez le lendemain d'une soirée trop arrosée par exemple pour calmer votre mal de crâne, le Doliprane, lui, est à base de paracétamol. Le paracétamol est un composé 100% chimique et il est particulièrement utile et fiable pour faire baisser la fièvre en cas d'état grippal par exemple. Revenons à notre repas. Tata Yvette, tenant son verre de vin à la main, fait une nouvelle réflexion. J'espère que ce vin, il est bien issu de la culture en biodynamie. J'ai entendu dire que c'est ce qui permet de reconnaître un bon vin d'un mauvais vin en 2022. Bon, déjà, on peut constater que Tata Yvette n'est pas vraiment œnologue. Car c'est pas vraiment comme ça qu'on identifie un bon vin d'un mauvais vin. Ceci dit, ce qu'elle dit n'est pas anodin. En effet, dans les milieux New Age, tout ce qui touche l'agriculture biodynamique est à la mode en ce moment. Qu'est-ce que la biodynamie? La biodynamie est basée sur un mélange de pratiques. Alors certaines, au premier abord, paraissent plutôt positives, telles que le respect de la terre, la non-utilisation de produits de synthèse, ou encore l'influence de la lune sur la récolte. Alors, si on en reste là, ça vous semble séduisant, n'est-ce pas? D'ailleurs, certains cavistes le disent. Une fois que l'on a goûté au vin en biodynamie, on ne revient plus en arrière. Sauf que, une fois encore, ce n'est que la face visible de l'iceberg. La biodynamie, ça vient à l'origine de pratiques sectaires. Des anthroposophes plus exactement. La biodynamie, ça tient compte de la Lune, comme on vient de le voir, mais aussi de l'alignement des étoiles, de l'alignement des planètes, de l'horoscope. Et ça se pratique à base de rituels ésotériques et de capture d'énergie magique.
et le tout en enterrant par exemple des cornes de bovins dans la terre. Vous trouvez toujours ça séduisant? Ou du moins, vous trouvez toujours ça crédible? En parlant de trucs magiques, Tata Yvette prétend connaître plein de choses qui, selon elle, défient la science. Rien que ça. En tant que naturopathe amateur, elle connaît notamment un remède à base de jus de citron qui soigne le cancer. Alors ça, elle l'a vu sur la chaîne YouTube d'un de ses confrères qui prétend notamment aussi pouvoir faire repousser les membres à une personne amputée. Et ce n'est pas tout. Tata Yvette prétend avoir reçu le don de soigner les gens à distance. Juste avec une photo ou lors d'un appel téléphonique. Elle peut, selon elle, soulager les douleurs physiques et psychologiques. Alors, elle précise cependant, pas folle la bête, que pour que ça marche, il faut y croire de façon inconditionnelle, sinon ça marche pas. Et si on lui demande « Mais est-ce que ça marche vraiment ton truc ?» Elle répond « Mais fais-moi confiance, mes clients sont contents, c'est ça le principal, non ?» Ben en fait, non. C'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas croire quelqu'un sur parole, même si elle est de bonne foi. Et il y a une règle simple dans ce genre de cas. Cette règle, c'est une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je vous dis que j'ai trouvé une souris dans ma cave. Ça, c'est une affirmation plutôt banale. Elle ne nécessite pas vraiment de preuves pour que vous acceptiez de me croire. Car au pire, même si je vous mentais, tout le monde s'en fout. Par contre, si je vous dis « J'ai trouvé dans ma cave une souris qui vole, qui parle et qui tire des yeux laser avec ses yeux. » Alors, soit vous allez me prendre pour un mytho illuminé, et vous aurez totalement raison, soit vous aurez envie de me croire, ne serait-ce que pour me faire plaisir, mais pour cela, il va vous falloir un minimum de preuves concrètes. Des preuves concrètes et fiables, éventuellement que vous puissiez le voir par vous-même, pour que vous acceptiez d'y croire. Dans les affirmations de Tata Yvette, c'est pareil. Si elle peut soigner le cancer avec du jus de citron, ou si elle prétend pouvoir soigner les gens à distance, on ne peut pas la croire sur parole. Il faut un minimum de preuves concrètes de ce qu'elle affirme. Vous lui demandez alors avec bienveillance. Tata, je viens te croire. D'ailleurs, je m'engage à te croire si tu m'apportes des preuves de ce que tu affirmes. Alors bien entendu, Tata, le témoignage de ta meilleure amie, c'est pas une preuve. Ou bien dire que ça marche sur ton chien ou sur ton bébé, c'est pas non plus une preuve. Car aujourd'hui, en termes de preuves, on sait pertinemment que l'effet placebo et la manipulation, ça marche sur les chiens et les bébés. Non, il me faut une preuve concrète. À ce moment-là, c'est possible qu'elle vous réponde. Mais t'as qu'à prouver, toi, que ça marche pas ce que je raconte. Alors, dans ce genre de cas, il y a une loi qu'il ne faut pas oublier, c'est la loi de Brandolini. La loi de Brandolini, elle dit concrètement que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter un baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. Alors, en clair, si vous n'avez pas compris, il est souvent plus facile de raconter des conneries, ça prend 5 minutes, alors qu'il faut souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour réunir les preuves pour pouvoir la réfuter. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Non. Clairement, on a d'autres choses à faire de notre temps. C'est pourquoi, à ce moment-là, il faudra rappeler à Tata Yvette que la charge de la preuve revient toujours à celui qui affirme quelque chose, et non jamais l'inverse. Le repas continue, et vous commencez à sentir que vous êtes dans une impasse. En effet, la tension commence à se faire sentir. Le ton monte, et vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire changer d'avis quelqu'un qui est convaincu de ses croyances, et encore moins le temps d'un repas.
Et est-ce que c'est vraiment à ça que sert l'esprit critique? Non. L'esprit critique ne cherche pas à convaincre que l'on a raison et que l'autre a tort. L'esprit critique sert juste à replacer le débat sur des bases fiables et concrètes. Mais, je le reconnais, c'est un exercice souvent très périlleux, surtout lorsqu'on est face à des gens de mauvaise foi. Donc je disais, le ton monte, alors que le dessert n'est pas encore arrivé. Ça y est, le dessert est servi. Une pâtisserie magnifique qui paraît appétissante au premier abord, mais qui peut vite devenir très écœurante. Vous avez dans votre assiette une énorme part de millefeuille. C'est à ce moment-là que tonton Robert et tata Yvette remontés vous disent en chœur: De toute façon, tu ne crois jamais en rien, sauf à ton esprit critique et à ta science de merde. Alors, comme vous le savez, on ne croit pas non plus en l'esprit critique et à la science, car ce sont tout sauf des croyances. Ce sont uniquement des outils, des faits et du concret. Alors du coup, tonton Robert s'emballe. Tu es bien d'accord que le gouvernement fait des erreurs parfois, et il n'aide pas souvent les classes moyennes. Vous essayez de lui répondre: oui, tonton, c'est pas faux ce que tu racontes, mais vous n'avez pas le temps de terminer votre phrase qu'il enchaîne. Ben voilà, tu confirmes aussi qu'il nous cache des choses. Vous reprenez la parole en disant: j'imagine qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe au gouvernement, bien entendu, mais vous n'avez toujours pas le temps de répondre qu'il enchaîne à nouveau. Ah ah ah, c'est donc bien un complot, tu viens de le confirmer toi-même. Une fois encore, vous essayez de tempérer ses propos. Attends, j'ai pas dit ça. C'est à ce moment-là que tata Yvette prend aussi la parole. Si, il paraît d'ailleurs qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a du bon dans les pseudo-médecines aussi. Vous détectez un appel à l'autorité. Elle vient de nous citer un ministre, mais on ne sait pas quel ministre. Est-ce un ministre qui a un lien avec la santé? Ou est-ce que c'est un ministre qui n'a absolument rien à voir? Tonton et tata sortent alors le grand jeu. On ne les arrête plus. Ils se renvoient la balle à coups d'arguments. Plus de 50 affirmations, les unes derrière les autres. Alors certaines, potentiellement vraies, mais il faudrait les confirmer pour en être sûr. Et d'autres affirmations sont certainement fausses, mais elles sont tellement noyées dans une tartine d'arguments qu'on ne peut pas les vérifier et elles passent inaperçues. C'est ce que l'on appelle un millefeuille argumentatif. C'est un déluge d'informations dont certaines sont vraies, afin de rendre les choses un peu plus crédibles, et beaucoup d'autres sont fausses. Tout ça pour donner l'illusion d'une consistance dans un discours, alors qu'au final, ce n'est qu'une succession de conneries. Cette technique de manipulation, le millefeuille argumentatif, est souvent utilisée dans les documentaires complotistes, notamment par le plus connu, Hold Up, qui est sorti durant la crise Covid, qui prétendait détenir toute la vérité sur le Covid-19 à coups d'arguments tassés les uns derrière les autres. Ensemble, ça fait un documentaire qui semble crédible, d'ailleurs beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau, mais si on isole chaque argument les uns derrière les autres, on se rend compte au final que ce n'était que du vent. Revenons à notre repas. Tonton et tata ont enfin fini leur millefeuille argumentatif. Vous êtes au bord de l'indigestion. En effet, vous ne pouvez pas réfuter les 50 affirmations qui viennent d'arriver. Il y en a trop. Et puis, c'est pas vraiment le moment de sortir son smartphone pour faire des recherches. On est à un repas de famille, je vous rappelle. Du coup, vous capitulez. À quoi bon s'entêter? Même si ce n'est pas une victoire, tonton Robert ne peut s'empêcher de jubiler. On a gagné, seule la vérité a triomphé. Ah 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 ah. C'est le moment de lui répondre: oui, enfin tonton, la vérité c'est seulement quand ça t'arrange. Car j'imagine que si je dis à tout le monde autour de la table que je t'ai croisé hier en train de rouler une pelle à la voisine,
je suis pas sûr que Tata Yvette, elle apprécie la vérité. Vous vous en doutez, Tata, qui a tout entendu, balance son verre à la gueule de tonton. Et le repas de famille, qui devait être un moment de partage, se transforme en énorme baston, tel un buffet dans Astérix et Obélix. Que peut-on tirer comme leçon de cette histoire? Tout d'abord, comme vous avez pu le constater, retenez que l'esprit critique est avant tout une boîte à outils indispensable, un peu comme une trousse de survie pour un randonneur. L'esprit critique permet de connaître et de se prémunir contre toutes les manipulations et dérives qui nous entourent. Mais, comme cette histoire le prouve bien, l'esprit critique n'est pas pour autant une baguette magique qui permet de faire changer les gens pleins de convictions et de préjugés. Ça peut à la limite faire bouger les lignes petit à petit et avoir un impact sur le long terme. Mais lorsque vous tombez sur des gens qui ne veulent vraiment pas évoluer, il est inutile de les forcer. Il vaut mieux garder son énergie pour ceux qui acceptent de se remettre ne serait-ce qu'un peu en question. Et ça, la remise en question, c'est aussi ça l'esprit critique. C'est être capable à un moment donné de se remettre en question lorsqu'on a la preuve que l'on s'est trompé. Du coup, ça permet d'avancer en gardant les pieds sur terre. Avant de clôturer cette vidéo, je vous ai promis un secret. Le secret pour que les repas de famille se passent de façon apaisée, malgré la présence des tontons et tatas provoques. Ce secret, au final, c'est de ne pas leur répondre. Tout simplement parce que lorsque l'on est dans un repas de famille, c'est pas le moment. En fait, profitez de votre famille et des gens que vous aimez. La vie est trop courte pour gâcher ces moments-là. Allez, joyeuses fêtes à tous et n'oubliez pas. Enfin, si, pour une fois oubliez les soucis du quotidien et profitez de vos proches. De toute façon, on se retrouve en début d'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur le web, le business et l'esprit critique. À bientôt et joyeuses fêtes à tous.